Je me présente, je suis M. Ismaël Sadoun, professeur à l'Université Qadi Iyad. Donc, j'ai le privilège et je dirais la chance de représenter le réseau pour vous présenter cette conférence. Alors, on arrive aujourd'hui à la 13e conférence, alhamdoulilah, 13 conférences, alors qu'on a commencé il y a à peine un mois et demi, 2 mois. Et donc, ce type de conférence, elle est organisée conjointement par le réseau ForestNet, Phosphate Research Network, en collaboration avec le réseau des chercheurs marocains, les jeunes, et la géologie minière avec le support de l'Université Mohamed VI Polytechnique. Alors pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps le savent, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vu le topic, je voudrais quand même présenter les trois partenaires qui sont derrière cette initiative des conférences. Alors tout d'abord ForestNet, qui est un réseau qui regroupe actuellement plus de 200 chercheurs et ingénieurs nationaux et internationaux du monde académique et industriel et qui travaillent activement et surtout qui sont à jour, parce on pourrait travailler il y a 15 ans ou 20 ans, mais les choses évoluent tellement vite. C'est un ensemble de chercheurs et d'ingénieurs qui sont à jour et qui travaillent sur des sujets en relation avec l'industrie des phosphates. C'est en fait une plateforme d'échange, de collaboration scientifique et de réseautage de ces membres pour faire face aux défis scientifiques, technologiques et sociétaux de la R&D marocaine. Donc l'importance de la R&D marocaine s'est fait sentir ces derniers jours suite à la pandémie Covid-19. À la Covid-19, les gens se sont mis, enfin, il s'est rentré dans la tête que la R&D, la recherche et développement, il va falloir mettre des moyens et surtout de l'importance. Le deuxième partenaire de cette initiative, c'est la géologie minière, qui est en fait un groupe Facebook créé en mars 2012 par ces DAFI, dont l'objectif était de partage, de vulgarisation des géosciences. Il comporte aujourd'hui plus de 23 600 adhérents. Donc, à travers, vous voyez, à travers les conférences, on a accès à cette banque de données d'adhérents de ce réseau qui sont issus de pratiquement 90 pays et qui sont en général des étudiants, des enseignants-chercheurs, des professionnels et qui échangent en permanence d'une façon très interactive autour des challenges en relation avec la géologie minière. Le troisième organisation, qui, à mon avis, est un des plus importants, puisqu'il regroupe les jeunes chercheurs, Morocco Researchers. Ce réseau est d'autant plus important qu'il représente la relève de la R&D marocaine pour le futur. Morocco Researchers comporte 60 000 membres. C'est des gros calibres et qui a été mis en place en novembre 2011 pour répondre à plusieurs objectifs dans le repositionnement des scientifiques marocains comme dynamique centrale de toutes les stratégies nationales, le renforcement des efforts en collaboration entre ces scientifiques marocains de l'intérieur et de la diaspora de l'extérieur, l'édition de publications scientifiques, les débats, les ateliers scientifiques et la collaboration pour faire face et progresser l'apprentissage et la recherche des jeunes scientifiques. Donc ça, ce sont les trois partenaires qui sont à l'origine de cette noble cause qui est les conférences qui a fait suite à cette pandémie et qui nous a un petit peu plombé chez nous, mais on n'a pas perdu beaucoup de temps, on n'a pas perdu du tout de temps et on s'est bien instruit durant ces 2 mois à travers les conférences. Alors aujourd'hui, ces trois partenaires sont heureux d'accueillir le professeur Hudaygi Rachid de l'Université Abdelmalek Saadi et Policy Center Maroc qui va nous présenter une conférence un petit peu prospective de l'après-Covid et surtout comment tirer profit des contraintes de cette crise pour positionner l'Afrique vis-à-vis des autres continents. Alors, monsieur professeur Hudaygi est un expert en la matière. Il est professeur des relations internationales à l'Université Abdelmalek Saadi, chercheur principal au Policy Center for the New South à Rabat, qui auparavant était connu sous le nom de OCP Policy Center, et il est professeur invité dans de nombreuses universités européennes et arabes. M. Hudaygi est l'auteur de plusieurs livres et articles traitant des relations internationales et de la géopolitique. Il est également co-directeur de la revue Marocco-Espagnol. Ça ne m'étonne pas, les gens du Nord, ils ont toujours tendance à travailler avec les Espagnols. Donc, il est co-directeur de la revue Marocco-Espagnol, Paix et Sécurité internationale. Je ne pourrais pas dire ça en espagnol, mais bon, je laisserai le soin à Serge peut-être de nous dire. Et il est responsable de l'Observatoire des études méditerranéennes, qui est dans le siège est à l'Université Ahmed Saadi. Alors, c'est donc avec un grand plaisir d'accueillir Sil Hudaygi aujourd'hui, qui va nous parler de l'Afrique au temps des incertitudes de l'après-Covid-19. À vous la parole, Sil Hudaygi, mais si se veut intervenir pour
l'organisation. À vous la parole, à tous les deux. Merci. Merci beaucoup, c'est Ismaël. Moi aussi, je souhaite dire un petit mot. Je tiens à remercier Rachid Reddy d'avoir accepté notre invitation d'animer une conférence. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est mon professeur de géopolitique Maghreb-Afrique. Et ça fait un grand plaisir de te revoir encore une autre fois, Rachid. Merci. À vous la main, Rachid. Rachid, j'activerai vos. Oui, je disais que, alors merci beaucoup Monsieur Youssef Dafi et Monsieur Saadoun pour votre présentation et je suis vraiment très heureux de participer à votre dynamique que vient de présenter Ismaël. Très content et très ravi de participer à travers ma conférence à cet élan qui est un élément, disons, qui a une portée académique et scientifique de grande importance et forte valeur ajoutée pour le Maroc et pour l'Afrique. Alors, juste pour exprimer aussi, disons, ma joie de m'adresser à un public africain, un public pluriel, sur une question, sur la question de l'avenir de l'Afrique par rapport, disons, l'Afrique dans la dynamique des relations internationales actuelles qui est façonnée et marquée par la crise Covid-19. Alors, je n'ai pas ici pour ambition d'exposer une théorie générale sur la question, ni de me contenter de faire une esquisse factuelle de la situation. Je suppose que vous êtes tous abreuvés de contributions, d'émissions et de publications sur le Covid-19, sur ses conséquences et sur l'avenir de l'Afrique par rapport justement à ces rapports, à cette conflictualité, à ces rivalités qui structurent les relations. Alors, qu'est-ce que je peux apporter à ce débat, qu'est-ce que je peux apporter de plus au débat africain, hein, parce que c'est un débat ouvert, hein, ma contribution n'est qu'une petite partie au débat, d'accord, mais qui est destinée aussi, qui a pour objectif d'essayer d'appréhender la complexité qui se présente devant nous, et aussi de réfléchir sur vers quelle configuration géopolitique évolue le continent africain. Je vais partager avec vous un PowerPoint, j'espère voir le... Il est là, voilà. Donc, j'essaierai à travers ma présentation d'abord, je tiens à présenter le cadre logique de mon intervention. Comme toute crise majeure, il faut aller à l'essentiel, comprendre et cerner la crise dans sa globalité, dans son ampleur, dans sa complexité, et essayer d'identifier aussi les nouveaux enjeux auxquels il convenait de répondre dans le cadre du contexte africain. Alors, je suis convaincu que le débat continental doit être franc et il doit briser les tabous théoriques, les tabous théoriques et pratiques. Sans cet exercice d'autocritique, sincèrement, c'est ma conviction, toute analyse prospective de l'Afrique serait improductive. Troisième point dans mon cadre d'analyse, c'est que nous sommes depuis longtemps, depuis la fin de l'ordre bipolaire, nous vivons une accélération de l'histoire qui rend autant plus nécessaire que difficile l'exercice d'anticipation. L'accélération de l'histoire aujourd'hui est tellement rapide qu'il est difficile de dire avec précision les tendances qui vont émerger, d'où la nécessité d'inscrire
la dynamique africaine dans le temps long, hein, et intermédiaire. Alors, nous devons, et ça c'est le cœur de la problématique, nous devons nous interroger euh, sur la place de l'Afrique dans un système international qui se dirige vraisemblablement vers une redistribution des cartes, une division internationale de travail entre des pôles de puissance, États-Unis, Amérique du Nord, Chine, Asie, Europe, Russie, etc. Donc, Vous pouvez vous mettre en diaporama, s'il vous plaît, c'est Rachid. Si vous pouvez vous mettre en pardon, diaporama. pardon. Si vous pouvez vous mettre en diaporama, pour que ça, les participants puissent voir ce qui est écrit dans vos diapos. Voilà. Ça va maintenant? C'est bon, merci. Voilà. Pardon. Donc, je disais donc, nous sommes dans cette logique-là la crise actuelle semble-t-il comme un accélérateur de ce processus de réorganisation du système international. C'est un processus lent, d'accord? Et c'est un processus qui dépend des rapports de force et des rivalités et des capacités des acteurs à, disons, à se mettre d'accord autour d'un nouveau consensus stratégique. Alors, pour moi, disons, au niveau de mon intervention, j'essaierai donc de mettre en correspondance deux points essentiels. C'est d'abord l'espace, l'Afrique, l'espace africain, le continent africain, et le rapport à une séquence chrysogène qui a commencé depuis le mois de mars. Alors, donc nous avons une dynamique de crise, c'est la première partie, c'est ce que j'essaie d'expliquer en quoi consiste cette dynamique de crise. Cette dynamique de crise intervient dans un contexte africain qui est marqué par des tendances structurelles. C'est là, tout à l'heure j'ai parlé de tabou, et c'est là où il faut être, disons, critique, et porter un regard critique sur les tendances structurelles du continent africain, avant de finir sur une projection, c'est un scénario que je vois personnellement, celui que je considère que à un terme, là, on va assister à un décentrement du Sud, à un éclatement du Sud et l'émergence de l'Afrique comme le New South, le futur Sud. Voilà. Donc voilà les trois axes que j'essaierai de partager avec vous tout au long de ma présentation. Alors, donc la première question, quelles sont cette dynamique, quelles sont les lignes forces que l'Afrique doit mettre sous radar? Il y en a quatre. La compétition sino-américaine et la nécessité de la neutralité africaine, la crise du multilatéralisme, l'inflexion de la mondialisation et ce que j'appelle la transformation des affaires sécuritaires. Alors, la compétition américaine, sincèrement, la compétition sino-américaine, quelle que soit pour moi, quelle que soit la trajectoire empruntée par cette compétition, l'issue mènera à une transformation du système international. La distorsion entre les deux provoquera bien évidemment un déséquilibre perturbateur, une guerre froide avec son lot de polarisation. L'arrangement, sous forme d'accord sur certains aspects des relations internationales, notamment le commerce, mettra en place une stabilité d'équilibre compétitif. Ce sont deux issues. Et les deux issues donneront lieu à ce que j'appelle un jeu de chaises musicales, c'est-à-dire une modification de la distribution des pouvoirs entre ces acteurs. Bon. Toute la question aujourd'hui est de savoir laquelle de ces deux perspectives est la plus probable.
Mais je pense que le basculement vers l'une ou l'autre dépendra en partie, je dis bien en partie, des élections américaines du 3 novembre 2020. Donald Trump réélu et poursuivra sa diplomatie de pression maximale, d'accord? Et si c'est un démocrate, bien évidemment, ce démocrate va adopter une démarche, une position solide face à la Chine, mais avec une diplomatie de compromis. Alors, dans les deux cas, dans tous les cas, et quel qu'il soit, disons, quelle que soit l'issue, la question qui s'impose aujourd'hui, comment l'Afrique doit se comporter en tant qu'ensemble, dans sa globalité, hein, comment elle doit se comporter face à vis-à-vis de ces deux perspectives. Moi, personnellement, je vois que, d'abord, je dirais, il faut une présence, il faut garder distance, de neutralité vis-à-vis des deux, hein, ou bien jouer l'un contre l'autre. Hein. Mais la neutralité serait, de toute façon, il faut éviter de reproduire les erreurs d'alignement de la guerre froide et qui ont coûté cher à l'Afrique et qui ont divisé l'Afrique en différents pôles. Donc, l'Afrique devra s'appuyer sur un équilibre subtil entre, d'une part la gestion d'interférence avec l'Occident en raison de la géographie et en raison de l'histoire, hein, et d'autre part l'adhésion, bien évidemment, à une large communauté de coopération d'intérêts plutôt géoéconomiques sud-sud. Donc, l'Afrique n'a pas le choix que de construire et de consolider ses propres connexions entre la logique des schémas nord-sud et la logique des schémas allant de l'Amérique du Sud jusqu'en Asie. Et l'enjeu fondamental, bien évidemment, c'est d'essayer de continuer à consolider le processus d'autonomie stratégique qui est un processus aussi lent, hein, pour l'Afrique et qui dépend d'un certain nombre de facteurs que je vais développer tout à l'heure. Voilà donc le premier point, les rapports ou la posture que devrait, ou l'attitude que devrait adopter l'Afrique vis-à-vis de la compétition sino-américaine. La crise du multilatéralisme, nous le savons, là aussi c'est une tendance. Une tendance qui a commencé autant comme la compétition sino-américaine, comme la crise de la mondialisation. Ce sont des tendances qui existent depuis un moment, qui existent bien avant bien avant la crise du Covid-19. Hein. Alors nous assistons, comme vous le savez, à un mouvement de déconstruction des acquis du multilatéralisme construit depuis 1945 et qui s'accélère aujourd'hui avec l'avènement, avec l'arrivée depuis l'arrivée au pouvoir, depuis l'arrivée aux présidences américaines de Donald Trump. Moi, je suis tenté de dire qu'à ce rythme, le multilatéralisme risque de se scinder en deux pôles, hein, en deux pôles. Le pôle des mécanismes de puissance, comme le G7, et je souligne que le G7 va être élargi à d'autres pays, va intégrer vraisemblablement de façon définitive la Russie, l'Australie, l'Inde, la Corée du Sud. Or, nous allons assister donc à ce pôle de puissance, ces mécanismes, ce ne sont pas des organisations internationales, ce sont des mécanismes, d'accord, et qui, me semble-t-il, vont jouer un rôle important dans la gouvernance mondiale. Et de l'autre côté, nous aurons le multilatéralisme, ce que j'appelle le multilatéralisme des pauvres et des idéalistes. Ce sont malheureusement les organisations internationales. C'est une idée que j'avance, une hypothèse. Hein. Mais de toute façon, il faut savoir une chose, s'il vous plaît, concernant le multilatéralisme qui est porté par les organisations internationales. Ce multilatéralisme et ces organisations internationales se heurtent à leurs propres limites institutionnelles, statutaires.
l'OMC, tout comme l'OMS, ils ont beau avoir une autonomie de marge de manœuvre, mais finalement, in fine, ils sont à la merci de la volonté des États, parce que ce sont les États membres qui font les organisations internationales. Les organisations internationales existent grâce à la volonté des États. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la volonté des États, des grandes puissances, notamment américaines, est ailleurs, dans le America First. Alors, pour que c'est finalement, et donc pour que ces organisations puissent jouer un rôle important, il faut d'abord revoir il faut d'abord que les Américains et les Chinois se mettent d'accord. Deux, il faut une révision des statuts des organisations internationales pour leur donner plus de capacité politique et d'autonomie pour qu'ils puissent s'affranchir des influences des puissances, des puissances et des pays, de tous les pays. Vous avez les pays de Golfe, par exemple, qui sont, parce qu'ils contribuent d'une manière, disons, contribuent au budget de certaines organisations internationales, ils sont devenus des acteurs influents de ces organisations internationales. Donc, que peut faire l'Afrique là-dessus? Donc, il faut, là encore, je pense, par rapport à l'idée de, disons, à l'hypothèse que j'ai avancée sur les mécanismes, la montée en puissance des mécanismes comme le G7 élargi, je pense qu'il est temps que les Africains se créent aussi leur propre G7, 6 mécanismes de puissance regroupant les 6 pays, les 6 puissances économiques africaines, plus une puissance, disons, un État africain qui peut être un État qui a exemplaire dans le leadership et dans la stabilisation, le développement de son économie. Je pense au Rwanda, par exemple, comme 7e pays. Les 6 premiers pays seront les 6 puissances économiques africaines. Je crois que ce G7, 6 plus 1 africain peut être un interlocuteur et peut peser dans le processus de mécanisme, dans le processus, disons, dans la gouvernance future de la mondialisation et du système international. Troisième perspective qu'il faut, disons, qu'il convient de surveiller, est bien évidemment la mondialisation économique et les opportunités qu'elle offre et aussi ses contraintes. Alors, personnellement, je pense que nous assistons à une inflexion de la mondialisation qui est rendue inévitable et qui n'est qu'à son début. C'est aussi un processus lent. Et donc, mais pour l'instant, le continent africain devrait être vigilant sur prendre au sérieux deux perspectives majeures. La première, c'est celle, je dirais, de ce que j'appelle les instruments économiques de la régulation de la mondialisation. C'est la délocalisation et la réorganisation des chaînes de valeur. Et des indices préliminaires nous suggèrent des secteurs comme la santé, l'industrie automobile et l'aéronautique pourraient subir justement cette inflexion ou l'effet de relocalisation ou de réorganisation des chaînes de valeur. Mais ce volet-là ne concerne que le peu de pays industrialisés en Afrique, notamment en Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, et l'Éthiopie et de l'autre côté, le Nigeria aussi. Le deuxième aspect qui concerne là, qui aura un impact sur le continent, c'est ce que j'appelle l'aspect normatif, qui suscite un consensus autour des questions comme le protectionnisme, compte tenu des orientations des politiques commerciales américaines et européennes. Et la crise actuelle va vraisemblablement consacrer ce que Pascal Lamy appelle le précautionnisme. Le précautionnisme, c'est-à-dire les États, notamment européens,
et l'Amérique du Nord vont renforcer les standards des normes sanitaires, nos normes de qualité pour protéger leurs citoyens. Donc nous allons, et là nous assisterons dès lors à la montée en puissance des normes et des règles sanitaires, des règles non tarifaires et donc à une nouvelle forme de protectionnisme aux conséquences implacables pour le continent africain et pour les pays africains qui seront obligés de converger leurs normes aux normes des marchés européens et américains s'ils veulent que leurs produits circulent sans restriction sur ces continents. Voilà. Troisième point, c'est, je ne sais pas s'il y a des questions. Je continue, mais bon, je On va continue. laisser les questions jusqu'à la fin, c'est rapide. On laisse les questions à la fin. Pardon, à la fin? Oui. D'accord. Et donc, j'arrive maintenant à ce que j'appelle la transformation des affaires sécuritaires. Là aussi, c'est une perspective, parce que pourquoi c'est une perspective? Parce que je pense que de la même manière que la guerre froide a façonné la stratégie et l'industrie militaire tout au long de la guerre froide, tout au long de l'époque de la bipolarité, hein, et de la même manière que les attentats du 11 septembre ont révélé le poids de la menace asymétrique et donc ont élargi le concept de la défense pour intégrer les moyens asymétriques, les stratégies asymétriques et les outils militaires et la boîte d'outils militaires adaptée à la lutte contre le terrorisme, à la lutte contre toutes les menaces asymétriques. Ben, nous allons vraisemblablement assister à un recentrage des stratégies de défense et de sécurité pour intégrer les risques biologiques et les aspects liés à la préservation de la santé publique, à la biosécurité et à la biodéfense. Et c'est pourquoi je insiste sur ce point, parce que nous allons voir, disons, nous allons assister à la mise en place d'une industrie spécialisée dans ce domaine, donc un capital, des capitaux énormes et qui vont, disons, renforcer, bien évidemment, les pays les plus positionnés dans la technologie militaire. Pour dire simple, l'Afrique serait un marché propice pour ces industries. Voilà donc ce que je peux dire sur ces lignes forces que l'Afrique doit prendre en compte. Et ce processus-là que je viens de décrire, il intervient dans un contexte africain qui peine à émerger dans sa globalité et qui en fait, qui est marqué par le poids des facteurs structurels. Alors, je voudrais juste insister, s'il vous plaît, sur du point de vue méthodologique. Hein. Personnellement, je sais pas personnellement, l'Afrique comme objet d'étude pose un défi méthodologique. Hein, du fait qu'il s'agit d'un champ éclectique. Vous savez, les différents pays, africains présentent des différences en termes de développement économique, en termes d'insertion internationale, d'intérêt géopolitique aussi. Alors, faut-il adopter une démarche ou approcher l'Afrique dans sa globalité et dans sa globalité ou dans sa pluralité, hein, c'est-à-dire adopter une approche appréhender l'Afrique comme un corps uni, hein, et qui se projette collectivement, ou une somme d'États qui enquêtent de convergence. Alors, c'est pourquoi ce débat me fait penser à cette belle citation
l'ancien président ghanéen Nkrumah, qui, et je cite, je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Ce qui veut dire pratiquement que l'Afrique est une construction sociale, c'est un projet politique, une ambition, une conviction, ou comme a bien dit l'anthropologue camerounaise Divine Fut, elle a dit que être africain est une décision politique. Et ça résume tout. Sans une volonté politique, on peut en aucun cas, disons, assister à l'émergence de l'Afrique dans sa globalité. Bien évidemment, l'Afrique s'institutionnalise, s'organise, se modernise, se transforme, mais elle se heurte, elle continue, elle se heurte à des facteurs qui ont sédimenté, facteurs structurels qui ont sédimenté depuis les indépendances, d'accord, qui exige l'effort conjugué et de la bonne volonté politique. D'abord, ce que j'appelle le modèle de développement en crise. Alors, c'est un paradoxe. Si l'évolution des sociétés africaines est remarquable, il y a une modernisation de l'élite, il y a une classe moyenne qui émerge, il y a une urbanisation de la vie des pays, et tout ce sont des dynamiques positives. Hein. Mais en même temps, par contre, le développement socio-économique est toujours en retard, est toujours problématique. Les facteurs économiques nationaux et internationaux, bien évidemment, nous permettent de saisir ou d'apprécier le niveau de sous-développement ou des difficultés de développement, mais ils n'expliquent pas la situation des pays et la lenteur des réformes, hein, la lenteur de développement par rapport à d'autres pays, par exemple en Amérique du Sud ou en Asie. Cela renvoie à un véritable problème que je considère qui est au cœur même de la problématique du développement, c'est la question du leadership, des capacités de production des acteurs privés et publics qui, jusqu'à maintenant, dans une grande partie, dans un grand nombre de pays, présentent un certain nombre d'inefficacités et d'inadaptations. Vous avez des pays qui ont su insuffler à leur organisation la dynamique nécessaire pour se transformer, le cas du Rwanda, du Ghana. Vous avez le cas aussi du Maroc, le cas de la Tunisie aussi, vous avez le cas de l'Éthiopie, l'Afrique du Sud également, hein, d'accord. Vous avez du Sénégal, bon, il y a d'autres pays qui sont dans cette dynamique, mais d'autres ne le sont pas parce que, pour des raisons multiples liées à la crise de leadership, disons, à l'incapacité des acteurs privés et des acteurs publics à se mouvoir en véritables acteurs de la production économique et du changement social. Deuxième facteur, ce que j'ai, les différents géopolitiques versus intégration. Alors, nous assistons depuis un moment à ce que j'appelle un processus d'institutionnalisation du continent africain à travers une organisation continentale réformée, c'est l'Union africaine, et des organisations sous-régionales qui en fait, sont nécessaires au développement d'une dynamique de développement économique continental. Mais je pense que ce processus d'intégration continentale et régionale gagnera en efficacité s'il arrive à s'appuyer sur des situations géopolitiques consolidées. J'ai la conviction qu'il ne peut y avoir d'intégration régionale ou d'intégration même continentale dans un
des régions sous tension géopolitique. C'est le cas de l'UMA, la rivalité algéro-marocaine. C'est le cas aussi de l'Afrique centrale. Vous avez un pays immense, riche, grand, qui a tous les potentiels. C'est la RDC. Sans RDC, il ne peut pas y avoir de dynamique d'intégration. Je suis désolé. Stabiliser, la déstabiliser, tout ça. Donc, vous avez aussi le Sahel, la crise sahélienne, qui fragilise toutes les dynamiques d'intégration. La CEDEAO, qui est un exemple d'intégration, c'est un exemple d'intégration, mais lorsqu'on voit, on constate que le budget, 80% du budget de la CEDEAO est consacré aux questions à la paix et à la sécurité. Sans oublier, bien évidemment, la crise majeure égypto-éthiopienne. Donc, alors, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pour moi, c'est un bon projet. C'est un projet qui a forte valeur ajoutée, d'accord, qui ouvre des perspectives au continent africain. Mais ce projet a besoin d'un continent africain consolidé, pacifié, s'il veut, disons, s'il veut donner forme à une véritable zone de libre-échange continentale. Je prends l'exemple de l'Europe. Attention, l'Europe, elle s'est lancée dans le continental à partir du moment où il n'y a plus de différence géopolitique entre les 7 pays qui ont lancé l'idée, qui ont lancé la construction de la communauté européenne. Ça part de cette réalité géopolitique qu'ils ont lancé l'idée d'une Europe économique qui allait par la suite se développer en Europe politique, etc., etc. Donc, il est indispensable, je pense, de réfléchir sur une véritable, disons, un véritable consensus africain autour des règlements, autour de la gestion de ces différents géopolitiques. Et aussi, c'est la question, vous avez un certain nombre de pays qui ont hérité de la colonisation des étendues géographiques, un pays immense, mais qui n'arrive pas, par manque de moyens, aussi en raison de crise de leadership, en raison de crise politique ou de conflits ou d'instabilité, qui n'arrivent pas à exercer leur souveraineté sur le territoire national, et donc ils sont obligés de soustraire, de sous-traiter, la gestion sécuritaire du territoire à des puissances étrangères ou à des acteurs infra-étatiques. C'est un quatrième point, ce sont les injonctions des puissances internationales. Ça aussi, ce sont les injonctions des puissances internationales. C'est une réalité qui est connue et qui en fait, pose un véritable problème et qui déstructure disons, la dynamique de convergence et la dynamique d'unité et d'union du continent africain. Alors, il y a un autre paradoxe, c'est que contrairement à l'Europe, l'Afrique n'a pas d'ennemi stratégique. L'Afrique n'a pas d'ennemi stratégique qui lui en veut, qui a peur d'elle au point de vouloir la détruire. L'Europe, disons, a depuis longtemps eu peur de l'Union soviétique. C'est pourquoi elle s'est organisée et s'est mise sous le parapluie stratégique de l'OTAN. Et donc, ce n'est pas le cas de l'Afrique.
Mais par contre, l'Afrique, comme je disais tout à l'heure, elle souffre d'injonctions des puissances internationales, comme le prouve la crise libyenne, hein, le Soudan, RDC et d'autres régions. Le Sahel également, oui, le Sahel. Et donc, voilà. Donc, et ces injonctions de puissance, sincèrement, dépassent les capacités politiques des États africains et de l'Union africaine. La preuve en est la question libyenne. La question aussi, j'arrive au cinquième point sur l'autonomie stratégique de l'Union africaine. Alors, un des paradoxes de l'Union africaine, c'est qu'elle s'est fixé comme objectif de parler au nom de l'Afrique et d'agir comme acteur autonome dans le système international. Mais en même temps, vous le savez bien que le budget de financement de l'Union africaine est financé à 70% par les dons, la donation des puissances étrangères. Bien sûr, l'Union africaine a fourni un effort pour renforcer les capacités d'autofinancement, mais ils sont insuffisants pour l'instant pour les raisons de manque de moyens. Et c'est là où on arrive toujours à la problématique de, disons, le lien entre les ambitions africaines et les capacités matérielles de l'Afrique. Alors, le dernier facteur important à souligner, à mon avis, c'est que, il me semble, je peux me tromper, hein, mais la dynamique de la recherche dans les domaines stratégiques, sécuritaires et militaires n'a pas encore abouti à l'émergence d'une entité de recherche transnationale africaine, panafricaine, capable de produire des convergences, des consensus autour des questions de sécurité, des questions d'ordre militaire, des questions de la défense. Et autour aussi d'un certain nombre de questions prioritaires. Je crois que le devoir des centres de recherche, qui sont de plus en plus nombreux, je souligne, des think tanks qui sont de plus en plus nombreux, d'accord, en Afrique, mais nous devons je crois qu'il est temps de faire sortir les initiatives comme les zones de libre-échange continentales et d'autres programmes continentaux adoptés par l'Union africaine, les sortir de leur confort institutionnel, pour les confronter à la réalité africaine et de les mettre à la preuve de la réalité africaine, marquée par un certain nombre de paradoxes. Et c'est par cet exercice de critique, autocritique, qu'on peut enrichir le processus de convergence africain et le processus de construction de consensus, un consensus africain, un consensus stratégique africain. Je souligne qu'il y a environ 7000 think tanks dans le monde. Et, bien évidemment, les think tanks africains, en dépit de leurs efforts, sont encore, disons, occupent une place secondaire dans l'index ou dans l'index de classement de ces think tanks, et en fait, le problème n'est pas lié à la qualité de la production africaine, non, pas du tout. Elles sont tout à fait, certaines sont excellentes, bien évidemment. Je ne suis pas là pour les juger, mais c'est au niveau de parce qu'un think tank, il a comme métier de réfléchir, un centre de recherche, de théoriser, de produire, ok, mais aussi il doit avoir la capacité de diffusion de ses idées, pour toucher la décision et le processus décisionnel. J'arrive maintenant au troisième point de mon intervention. Donc, on a vu ensemble, de façon assez disons, de mon point de vue clair, disons, les enjeux liés
ou les effets, les effets ou la dynamique créée par la Covid-19 et le contexte africain. Hein. Maintenant, j'arrive disons, à l'idée qui est la mienne sur l'issue ou la projection du continent africain dans les relations internationales futures. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, que l'Afrique, nous allons assister à ce que j'appelle un décentrement du Sud, hein, un décentrement du Sud et l'émergence de l'Afrique comme le nouveau Sud, ou l'unique Sud. Je m'explique. D'abord, le concept Sud a pris une forme géopolitique au gré des événements, un cycle successif de l'histoire post-Deuxième Guerre mondiale. La décolonisation a doté le Sud d'une identité historique, d'une identité stratégique par opposition au Nord. La rivalité américano-soviétique a fait émerger un ensemble appelé tiers-monde, qui, cet ensemble tiers-monde s'est doté de ses propres mécanismes, le non-alignement, etc. Enfin, le temps de la turbulence post-Deuxième Guerre mondiale, post-ordre bipolaire, depuis 1990, qui a marqué un point d'inflexion dans le système international. Depuis, nous sommes dans un système, dans des configurations et des tendances lourdes qui font qu'aujourd'hui, un concept comme le concept du tiers-monde n'a plus de sens, n'existe plus. Hein? Le concept de tiers-monde, d'abord, c'est mathématiquement, le concept de tiers-monde, c'est un groupe d'États qui s'est positionné par rapport à deux pôles, l'ex-URSS et les États-Unis et ses alliés, et leurs alliés, pardon. Donc la disparition du deuxième pôle fait disparaître automatiquement le troisième, qui n'a plus de sens. Pour arriver. Et donc, ce qui fait que ce concept de tiers-monde s'est vidé de son sens et qu'aujourd'hui, nous assistons à, je dirais, une désintégration progressive du Sud. On observe en fait la montée en puissance de nouveaux centres. La Chine n'est plus un pays émergent, c'est un pays émergé. Vous avez l'Inde, le Brésil. Ces pays remettent en question la montée en puissance de ces pays, remettent en question l'homogénéisation du Sud. Et leur politique étrangère ont d'autres intérêts, d'autres horizons. J'avais souligné tout à l'heure que l'Inde va intégrer le G7. Donc, les priorités de leur politique étrangère sont des priorités de puissance et d'alliance stratégique globale. La création des BRICS aussi participe à cette désintégration du Sud. Il y a aussi la montée en puissance de puissances, la montée en force des puissances régionales qui jouent et qui cherchent à se positionner dans le système international. De toute façon, nous sommes dans un jeu de positionnement. De plus grands en plus petits, en passant par les moyennes puissances. Alors, ces éléments, personnellement, confirment cette tendance vers un nouveau Sud où, à géométrie variable, avec un centre, disons, qui est l'Afrique. Mais l'Afrique, maintenant,
Tout dépend de ce qu'on peut faire et de notre capacité à conceptualiser la position africaine dans le système international, en renforçant notre capacité disons, à renforcer l'institutionnalisation du continent africain, à pacifier les relations intra-africaines, à dépasser les facteurs de blocage structurel et à construire un nouveau paradigme africain, une façon alternative de voir le monde, non pas par opposition, disons, à l'autre, mais par différenciation. Et le premier exercice, dans le cadre de ce paradigme, c'est essayer c'est se défaire il faut se défaire des concepts et des représentations stratégiques longtemps imposées à l'Afrique par une puissance dominante et essayer de se projeter sa subjectivité. Il est indispensable. Et là, disons, il y a des faits qui renforcent, disons, cette ambition de se positionner dans le système international. Les déclarations ou les positions prises par l'Union africaine contre la dernière après la mort tragique d'un Afro-Américain aux États-Unis, et la déclaration aussi condamnant les agissements racistes contre les Africains en Chine, ce sont des déclarations qui peuvent paraître symboliques, mais qui ont un impact qui traduisent une réelle volonté de se positionner, dire son mot sur des valeurs, sur des aspects, sur des valeurs universelles comme le respect de la dignité humaine. Ce paradigme ne doit pas être un paradigme, je dirais, anti-Occident ou anti-États-Unis, anti-Chine. Non, pas du tout. C'est un paradigme qui doit être basé sur la différenciation, sur la place de l'Afrique dans la production des règles, la production des normes, la production du discours stratégique. Avoir la force aussi de déconstruire le système de représentation et le narratif sur lequel fonctionne un certain nombre de discours historiques, politiques, économiques et géopolitiques, qui en fait, qui sont des raccourcis intellectuels. Le concept structure les relations internationales, hein, et qui en fait, qui enferme le système international dans des réalités qui n'ont pas de réalité, dans des dynamiques qui ne sont pas réelles. Par exemple, le concept rogue state, field state, conflit de civilisation sont des notions qui ne reflètent pas la réalité des relations internationales. La question, par exemple, le concept, peut-être vous allez remarquer que je parle beaucoup de concepts, mais parce que les concepts, ce sont les concepts et les paradigmes qui donnent sens à l'action internationale d'un pays ou d'un groupe de pays. Un petit concept résume toute la politique américaine, c'est America First. Ça résume tout. Vous avez de l'autre côté, son vis-à-vis, vous avez la Chine avec son concept, son projet, qui est à la fois un concept géoéconomique. C'est celui des routes de la soie. Il est temps pour que l'Afrique se dote de son concept. Mais ça, c'est un travail, un exercice qui doit être mené par l'intelligence africaine, dans un débat franc, cordial, hein, théorique, pratique, politique.
Voilà. Donc, je m'arrête là. Je crois que le débat est le plus important. Pour moi, l'objectif, c'est d'essayer de partager avec vous un certain nombre d'idées et de les enrichir à travers le débat. Voilà. Je ne suis pas là pour donner un cours magistral, hein, d'accord? Mais l'essentiel, c'est d'échanger entre nous pour avancer. Voilà. Merci. Ismaël, Bien, merci, c'est Rachid. Vous nous avez amené, nous, c'est des scientifiques des sciences exactes, vous avez un peu fait voyager, mais on était tous charmés par votre présentation. Alors, moi, j'ai une question, mais je donnerai la main à celui qui gère cette partie de chairman, de donner la main aux questions et gérer le temps. Je le donne à Steve Soudafi, donc je la reprendrai quand tu veux, comment mon rang arrivera, Inch'Allah. À toi, Steve. c'est Ismaël. Et merci beaucoup, professeur Rachid, pour cette belle présentation qui nous a éclaté un petit peu les différents concepts et les contraintes suite à cette pandémie Covid-19. Donc, je passerai directement à la partie question. Merci beaucoup, Ismaël, d'avoir nous donné la main pour la gestion de cette partie. Et on commence par vous-même, Ismaël, parce que je vois votre main là. Ok, merci. Moi, je levais la main au début, aux 5 premières minutes, c'est pour ça que je prends la main. Donc, Voilà. moi, ce que j'ai compris à travers la pandémie, et les diverses réactions, on a tous suivi l'affaire Raoult, le scafé de l'OMS, autre chose. On a compris que le monde est gouverné par des considérations des intérêts financiers, ou même la santé humaine pas épargnée devant ce socle des considérations financières. Alors, le Maroc, on sait qu'il est en train d'asseoir une politique de mode de développement futur. Comment, à votre avis, on peut établir une politique future qui soit safe, stable, équilibrée et surtout durable, alors que les considérations et les intérêts financiers du pays qui gouvernent le monde, disons-le, ne cessent de changer. Donc on ne peut pas asseoir à mon avis, peut-être m'expliquer, est-ce qu'on pourra faire une prévision d'action de 5 ans, 6 ans, alors que les intérêts des gens, la géopolitique et tout ça changent du jour au lendemain. Il suffit qu'une autre pandémie, qu'un autre problème international arrive, que tout sera chamboulé. Est-ce qu'un mode de développement marocain aurait un sens s'il n'est pas interactif? Voilà. Monsieur Rachid, si vous permettez d'arrêter le partage, c'est Rachid. Ah, d'accord. Alors, c'est parce que j'ai perdu le. C'est en haut, donc ça descend comme on a. Alors, 2 secondes parce que j'ai un petit souci. J'ai perdu. Alors, on le sait. Oui. Vers le haut de l'écran, et puis ça descend de partie stopper partage. Alors, ah oui, c'est parce que je partage la. Ah oui, ça y est. Oui, oui, pardon. Alors qu'est-ce que. Arrêtez le partage, oui, c'est fait. Parfait. Parfait, ça c'est bien. Alors, est-ce que. Oui. Oui, alors, monsieur, je réponds, c'est ça? Ou je prends une autre question? On va faire question-réponse. D'accord. Bon, monsieur Sadoun, oui, c'est vrai, c'est une problématique, c'est une question, bien sûr, qui est en fait, qui s'invite sur tous les tableaux de bord stratégiques des décideurs, des managers, hein. Ce n'est pas seulement le cas des pays à revenu intermédiaire ou en développement, c'est aussi le cas pour tous les pays du monde, hein. Et maintenant, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que nous avons aujourd'hui besoin, nous sommes face à l'urgence, d'accord? L'urgence de comprendre d'abord disons, la crise, de comprendre ce qui relève, distinguer ce qui relève du moyen, du long terme de ce qui relève de l'urgence, de l'immédiateté, hein, d'accord? Et je pense que nous sommes face à un défi qui est le suivant. C'est avant de parler de développement, du mode de développement, je crois qu'il nous faut adapter l'organisation même de l'État, des États, hein, adapter l'organisation hiérarchique, l'organisation du travail gouvernemental,
l'adapter à la gestion des situations d'urgence. La question, le processus décisionnel, il est dirigé, il est commandé par deux aspects, la légitimité et l'efficacité. Nous avons démontré au Maroc que depuis l'état d'urgence, des projets high-tech ont pris forme en peu de temps, grâce à la convergence institutionnelle rapide, ce qui n'était pas possible avant la crise, entre, par exemple, un acteur privé, des départements de la défense et pour produire, par exemple, pour réussir un projet de high-tech. Donc nous sommes face disons, un défi, adapter l'organisation de l'État disons, à la réalité, aux besoins sociaux, économiques, aux besoins du contexte et aux besoins de crise. Maintenant, les enjeux financiers ont toujours été, vous savez, parlons la question d'enjeu de l'acte, disons, de l'injonction de la finance internationale. Bien évidemment, la finance internationale est au cœur du système international. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt est la suivante. Comment s'adapter, disons, à cette réalité qui est là et qui va durer, hein? Il faut faire comme font les autres, créer des fonds d'investissement. Créer des fonds d'investissement, ok? Les Africains doivent procéder ainsi. Le Maroc est en train de le faire, il l'a déjà fait, est en train de le faire. Créer des fonds d'investissement privés qui vont piloter, disons, un certain nombre d'axes économiques, d'accord, et qui investir pour investir dans ces volets, dans ces dans ces volets socio-économiques, hein. Ça peut être l'éducation, ça peut être la santé, ça peut être, disons, l'industrie, etc. Vous avez des pays qui ont réussi leur tournant, des petits pays comme les Émirats. Les Émirats disposent aujourd'hui de 3 fonds privés, de 3 fonds d'investissement. Les 3, disons, ils ont un chiffre, disons, arrive à 1000 milliards de dollars. Vous avez un autre pays, un pays européen qui a réussi, c'est la Norvège, avec le premier fonds privé au monde. Donc, je crois qu'il faut suivre les bonnes pratiques, ce qui réussit ailleurs, le reproduire, mais en l'adaptant à la réalité, aux réalités africaines. Voilà. Merci. Merci à vous. Je passerai la main à ce professeur. Oui, merci. Oui, bonjour, c'est Hudegui. Bonjour, chers participants. Donc, je suis professeur coordinateur de ForestNet. Alors, je voudrais d'abord remercier le professeur Hudegui d'avoir pris de son temps pour venir animer cette conférence très importante sur l'Afrique. Et je dirais que le rôle que pourrait jouer l'Afrique suite à cette pandémie. Alors, cette pandémie, disons, nous a permis de voir des choses un petit peu, je dirais, paradoxales, notamment par rapport au niveau de ce qu'on appelle les puissances mondiales. Et donc, on a vu un certain nombre de puissances mondiales qui gèrent très mal cette pandémie avec beaucoup de morts, avec une désorganisation parfois complète de leur système de santé, avec manque d'équipements, même parfois dans leurs, je dirais, composantes rudimentaires telles que les masques. Alors, est-ce que cette pandémie ne mènera pas aussi à une redéfinition de ce que c'est qu'une puissance mondiale? D'accord. Voilà. Bon,
Je pense que, vous savez, l'analyse, elle est encore la conception, la perception de la crise, elle est encore en construction. Donc, on observe, on voit, on essaie d'identifier les marqueurs de, les marqueurs de l'évolution, hein, les marqueurs de l'évolution de la crise, son impact et de la réaction des États, comme vous l'avez dit, hein, d'accord? Et, alors, juste une chose. L'histoire nous enseigne que les démocraties, et tout à l'heure j'avais parlé que les processus décisionnels, il est commandé par deux piliers, la légitimité et l'efficacité. Vous avez des modèles autoritaires qui sont efficaces. La Chine. La Chine, pour eux, c'est la question d'efficacité. Ce n'est pas un régime démocratique, c'est un régime autoritaire, mais bon, c'est un modèle. Moi, je ne porte pas de jugement de valeur, hein. C'est un modèle, hein, ok? Vous avez de l'autre côté les régimes démocratiques qui, eux, leur processus, puisqu'il est démocratique, il est en dépit de la loi de l'état d'urgence et tout ça, sont obligés, parce qu'à leur tête, vous avez des présidents élus qui doivent rendre compte à leur peuple et qui doivent, surtout plus important, tenir compte du fait qu'ils doivent être très vigilants, faire très attention parce qu'ils ont des responsabilités politiques et ils mettent en jeu, lorsqu'ils décident, ils mettent en jeu leur avenir politique et l'avenir de leur parti. C'est un élément fondamental dans le processus décisionnel des régimes démocratiques. Un. Deux, ces régimes démocratiques, l'histoire nous enseigne que face aux crises, ils mettent énormément de temps avant de réagir. D'accord? Ça, voilà, un point, disons, voilà un élément de l'analyse. Le deuxième élément de l'analyse, il est structurel. Alors, vous avez bien fait de dire que certains grands pays, hein, d'accord, se sont trouvés devant l'incapacité de protéger leurs citoyens, hein, de mettre à la disposition de leurs citoyens le minimum ça va, les masques, hein, mais parce que on ne peut pas généraliser, parce que vous avez un pays comme l'Allemagne qui n'a pas eu ce problème. Pourquoi? Parce que il n'avait pas délocalisé, pardon, les usines, l'industrie de santé ou l'industrie de fabrication des masques ou autres en Chine ou ailleurs. Par contre, la France l'a fait. Donc la France est devenue dépendante, même l'Allemagne est devenue dépendante s'est trouvée du jour au lendemain dépendante de la Chine pour assurer sa propre la sécurité de ses propres citoyens. Donc c'est une anomalie dans l'autonomie stratégique des États, et ça, ils l'ont compris maintenant. Ils l'ont compris, et c'est pourquoi ils vont procéder à des délocalisations, pas de manière automatique ou rapide, non, progressivement à des délocalisations ciblées, et ces délocalisations soit vers l'Afrique du Nord, hein, ou certains vers l'Afrique du Nord, mais une bonne partie en Europe pour assurer disons, garantir leur autonomie stratégique. D'accord. C'est la leçon majeure retenue par ces pays. Voilà. Maintenant, c'est juste pour dire, donc le problème ne vient pas d'une déficience politique ou d'une faiblesse d'une puissance, mais elle est liée plutôt à des engagements économiques qui ont été pris avant, dans le cas de la mondialisation, qui ont décidé de délocaliser pour produire moins cher des produits de bonne qualité pour les mettre à la disposition de leurs citoyens. Et c'est cette logique-là qui est remise en cause un petit peu par cette crise de Covid-19. Mais cela ne va pas dire que la mondialisation, on va assister à une rupture de la mondialisation, ou disons de processus de mondialisation. Non, pas du tout. Une inflexion, comme je l'ai expliqué, une inflexion qui va, à travers une régulation des normes et à travers une relocalisation ciblée
disons, ciblées dans certaines liées à la santé et peut-être un certain nombre d'industries automobiles et aéronautiques. J'arrive donc à la question de la puissance. La puissance, d'abord la puissance, c'est une conception, c'est une lecture théorique, c'est un concept théorique. Hein. Et la puissance, disons, vous savez, Joseph Ney avait parlé avait défini en fait, identifié la hard power and soft power, la puissance forte militaire, hein, donc vous en avez plein, beaucoup de pays, hein. Vous avez le soft power, vous avez des petits pays qui ont un impact, une puissance de frappe qui est remarquable. Un petit pays comme les Émirats arrive disons, à s'immiscer dans beaucoup d'affaires géopolitiques, notamment en Afrique. D'accord? La puissance, c'est quoi? La puissance, c'est imposer son point de vue à l'autre. Ça, c'est la puissance. D'accord? La puissance, c'est arriver à, par ses propres moyens, ses capacités, arriver à rassembler, mobiliser un certain nombre d'acteurs internationaux autour d'un problème. C'est ce que faisaient les États-Unis jusqu'à l'arrivée de Trump. Aujourd'hui, puisqu'on vous parle de puissance, lorsque la rivalité sino-américaine, comment moi je vois les choses? Sincèrement, je vous le dis, il y a une différence entre dominer, d'accord, et avoir la capacité, le pouvoir d'agir. Les Américains, tout comme les Chinois, sont des grandes puissances qui n'ont pas la capacité aujourd'hui de mobiliser la communauté internationale. Les États-Unis, parce qu'ils ne le veulent plus, hein, ou ne peuvent plus. Hein. Les Chinois, parce qu'ils ils ne font pas consensus, même chez eux, autour d'eux, en Asie. Le Japon, la Corée du Sud, les petits pays autour, qui bien sûr commercent avec la Chine, d'accord, mais sous un parapluie stratégique américain. Voilà. Donc, vous voyez, donc, on est encore dans une phase, comme je disais tout à l'heure, de gestation, mais je suis certain de ce que je viens de dire, que l'un comme l'autre ne sont pas en mesure de gouverner le monde. Il faut une gouvernance collégiale, d'accord, des relations internationales, et c'est ce qui va arriver, disons, c'est ce qui peut arriver, pour être très modeste. Voilà. Pardon? Oui. Merci beaucoup, c'est Rachid. Donc, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer de prendre un maximum possible de questions. Donc, je dirais les personnes. Donnez-moi, est-ce qu'on peut prendre les questions, Oui, disons, une série de questions oui, pour des questions écrites. Mais on donnera tout de suite la main à Madame Habiba Moutsaki, après Omar Kourouma, après c'est Diazza et après Raja Hajjani. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous. Donc, des questions brèves et de même, on souhaite pour les réponses. Comme ça, si on aura encore plus quelques minutes, on rajoutera d'autres. D'accord. Donc, j'activerai le micro de ma collègue Habiba. Oui, bonjour. Alors, c'est Madame Moutsaki Habiba. Je travaille chez OCP Africain. Et effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de la crise Covid, on est pas mal voilà, concerné par l'évolution que ce soit des situations sanitaires, macroéconomiques ou même sociales de l'Afrique. Du coup, merci beaucoup pour votre intervention. Ça donne aussi quelques perspectives et projections à long terme. Alors, ma question était plus à propos de, voilà, en termes de projection, en termes comment nous, on peut en fait imaginer le Maroc et même l'Afrique en fait, de considérer cette crise comme un accélérateur pour son développement
et pas juste subir les conséquences et rester dans le cadre d'une défaillance structurelle qui était héritée depuis des années. Exactement. En fait, on espère que l'Afrique et même le Maroc tirent des leçons et aient des plans de résilience structurelle et qui rendent un impact positif et ne pas être juste dans la quête des aides et des dons, ce qu'on voit malheureusement actuellement, une quête est très, comment dire, flagrante des aides, que ce soit que de l'IMF, la FDB et des autres dons, que ce soit la Norvège, ce qu'on a vu, les US, etc. Parce que on pense réellement que c'est juste une intervention spot et que ça n'aura pas un impact structurel, chose que cherche l'Afrique. L'Afrique cherche vraiment un développement structurel, inclusif et avec des impacts long terme. Voilà, c'était juste ma question. Merci beaucoup, Youssef. Merci à Merci, vous. docteur Chegraoui. Houdegui, merci. Après. Oui, c'est Rachid, donc, réponse comme ça. Ah, je réponds donc. Pour les quatre? Pour les quatre? Vous voulez Je qu'on pense prend les Pour les quatre? quatre, comme ça, voilà. D'accord, d'accord. C'est mieux. Donc, je prendrai Omar Kourouma. Donc, votre micro est activé. Donc, présentez-vous et votre question, s'il vous plaît. J'activerai votre micro, c'est bon. Allez-y. Ah, c'est bon? Ouais. Ok. Bonjour tout le monde. Je suis Kourma Oumar. Disons, j'ai la chance de faire ma thèse sous la direction du professeur Egui. Donc, je travaille sur l'histoire moderne du droit international en Afrique et je développe une approche qui intègre la sociologie politique du droit international, l'histoire du droit international et la théorie du droit international. Donc, Vous je pouvez cherche. parler plus fort parce qu'on entend très mal, sur Omar. D'accord. Alors, je disais que je travaille sur l'histoire moderne du droit international en Afrique sous la direction du professeur El Oudegui. Donc, c'est un travail qui intègre à la fois sociologie politique du droit international, théorie du droit international et histoire du droit international. Donc, rapidement, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est utilisation du droit international dans les relations internationales africaines, avec le développement de certains concepts nouveaux dans le contexte africain, tels que le contexte de société internationale africaine, tel que le concept de mutualisation des puissances. Alors, c'est sur ce dernier concept-là, justement, que j'aimerais poser quelques questions à mon professeur. Ce concept-là, je l'ai déjà, disons, essayer de l'élaborer progressivement dans trois articles maintenant. Et je conçois justement la mutualisation des puissances comme processus juridique et institutionnel par lequel les États africains les plus importants mettent en place leur capacité d'action et d'influence au service de l'action collective. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce travail-là, j'ai vu que l'un de ces défis essentiels pour donner une force réelle à un tel concept, c'est le conflit du Sahara. C'est qu'aujourd'hui, sur le continent, c'est pratiquement le seul conflit sur lequel vous pouvez avoir une opposition plus ou moins tranchée, même si voilà, un groupe plus important du côté du Maroc et l'autre groupe. Donc, l'une des perspectives que j'ai choisies, c'est celui de considérer que le droit est un instrument essentiel et les institutions sont un instrument essentiel dans le jeu de puissance en Afrique, vu la nature déjà des puissances africaines qui sont des puissances moyennes. Donc, mon objectif, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir déconstruire l'ordre juridique international africain afin de l'adapter justement à ces défis dont vous êtes en train de parler. Je ne sais pas quel est votre point de vue sur une telle perspective. La deuxième question, c'est justement par rapport à la question Sahara occidentale. Je pense, et c'est mon point de vue, que si cette question est résolue, elle peut avoir un impact pacificateur réel sur le continent. Je ne sais pas aussi quel est votre point de vue par rapport à cela. Ma dernière question, elle concerne justement l'après-Covid. L'une
des hypothèses que j'avance, c'est que l'Afrique s'est affirmée ces dernières années du fait, quelque part aussi, de l'affirmation d'un certain multilatéralisme, ou en tout cas de la multiplication des pôles de puissance dans le monde. Donc, on a essayé voilà, de créer un certain jeu dans ce sens-là, équilibrer un peu les jeux avec les puissances traditionnelles. Donc, si la crise du Covid va justement, d'après en tout cas les analyses qui sont avancées, mettre en avant des souverainismes et donc beaucoup plus de pôles de puissance, pensez-vous que cela puisse avoir un impact positif sur l'Afrique? Voilà, donc je vous remercie et merci encore beaucoup pour cette très riche intervention. Merci, M. Omar. Donc, je passerai à Biesa. Bonjour. Bonjour. Bon, d'abord, je voudrais remercier M. Hudegui pour cette excellente conférence qui, comme l'avait dit Ismaël, nous a changé un peu de ce que notre quotidien, disons. Donc, en tant que géologue minier, alors je suis à Zadi et je suis prof à l'école des mines de Rabat. Alors, ma question, c'est, bon, vous voyez, donc, au niveau de l'Afrique, nous avons beaucoup de conflits et qui servent les intérêts, disons, donc, des puissances, que ce soit en Libye. Je ferme la parenthèse de Kadhafi, qui avait des idées, disons, d'autonomie financière de l'Afrique, mais bon, disons qu'actuellement, la Libye, c'est surtout pour ses hydrocarbures et ses pétroles. Mais si nous voyons tout ce qui se passe dans l'Afrique, disons dans la région des lacs, c'est plutôt pour les ressources minérales, pour les ressources minières. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un prérequis avant de penser au développement de l'Afrique, que le rôle de l'Afrique, des Africains, des États africains, c'est de régler justement ces problèmes que l'on pourrait appeler des problèmes ethniques ou des problèmes de frontières ou des problèmes de je ne sais pas, on les appellera comme on veut, mais il n'en reste pas moins que ce sont ces problèmes-là qu'il y a lieu d'abord de régler avant de penser au développement. Merci. Merci à vous. Donc, la dernière question, donc, je prendrai Madame Hazar Hijab. Voilà. Hijab, s'il vous plaît, présentez-vous et votre question. Madame Hajar Hijab. On ne vous entend pas? On ne vous entend pas? Madame Hajar Hijab, on ne vous entend pas. Donc, voilà, donc, je prendrai une autre. Madame Hajar Hijab, toujours pas. Donc, je prendrai par contre, oui, ben, il y a une autre personne. Excusez-moi. Alors, on prend ces questions et après on prendra notre lot. D'accord. Bah, bon, ce sont des questions très riches, hein. En fait, les questions que disons, les trois idées qui ressortent de ces questions, c'est d'abord le souci de modèle de développement économique, d'accord? Après la crise, qu'est-ce qu'on peut faire? La crise, c'est pas du tout, la crise, c'est une étape, qui doit nous amener à réfléchir sur comment, d'abord, c'est une crise qui a fait tomber les masques, hein, qui a fait tomber les masques, qui a montré les véritables problèmes, disons, les vrais problèmes structurels auxquels font face les pays africains. Et je pense sincèrement, c'est bien de penser à un modèle économique, mais le modèle économique ne doit plus être basé uniquement sur une lecture uniquement économique. C'est une lecture d'ordre économique. Elle doit intégrer les autres aspects politiques, les autres aspects de l'émancipation de l'individu, disons du renforcement des leaderships,
de la transparence dans le fonctionnement des organisations. D'accord? Et personnellement, vous pouvez inventer, créer le modèle économique le plus, je dirais, l'importer de l'étranger, le transposer à réalité africaine. Le problème reste toujours posé tant que vous n'avez pas réglé les problèmes structurels que j'ai développés devant vous. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans paix. Il ne peut pas y avoir de développement économique sans leadership politique solide, basé sur une légitimité. Impossible. Vous avez deux modèles qui se présentent aujourd'hui. Un modèle autoritaire, il est ce qu'il est, mais il est efficace. Un modèle autocratique, il est ce qu'il est, mais il est efficace. Et vous avez de l'autre côté le modèle démocratique, qui est démocratique, qui a une légitimité populaire et qui est peut-être efficace, mais parce que nous sommes dans un continent, s'il vous plaît, n'oublions pas une chose. Nous sommes dans un continent où la majorité des États sont encore soit en construction de l'État-nation, soit en phase de consolidation du jeu politique. La démocratie, c'est un apprentissage. C'est une répartition des pouvoirs, qui doit être suivie par une répartition des richesses. C'est cette plateforme-là solide qui peut porter tout projet de développement économique. Sans cela, je suis désolé, ce n'est pas parce qu'il y a une crise qu'on doit précipiter les choses, d'accord? Il y a une nécessité d'adaptation, mais il y a des priorités qu'il faut cibler. Et la priorité des priorités, comme je dis, c'est la nécessité d'un modèle économique qui converge les deux volets, volet politique et le volet économique. Vous avez des pays, tout à l'heure j'ai parlé de Rwanda, bon, on peut critiquer, bon, il y a un volet, il y a une zone d'ombre plutôt dans la politique rwandaise en termes de droits de l'homme, mais vous avez quand même un pays qui a complètement changé, transformation vers des bonnes pratiques, une bonne politique. Vous avez le Ghana, vous avez un certain nombre de pays qui réussissent ce process. Voilà. Et il y a une réalité, je l'ai dit tout à l'heure, le véritable problème, c'est que vous avez des ambitions, le continent a des ambitions, mais il n'a pas les moyens de ces ambitions. Alors les moyens de ces ambitions, soit ils sont rentiers, la rente, vous savez bien, c'est le plus grand virus des systèmes politiques. C'est une corruption transversale, d'accord? Ou bien vous avez l'autre modèle, celui de la nécessité de produire sa richesse. La production locale, la production de sa richesse à travers une agriculture moderne, à travers une industrie agroalimentaire, à travers une industrie nationale, mais connectée bien évidemment connectée et intégrée dans les schémas régionaux. Ça, c'est une nécessité. Voilà ce que je peux dire à propos. Alors, ça renvoie aussi à la question des conflits en Afrique. Oui, alors je l'ai souligné tout à l'heure. Oui, un conflit, il est malheureusement, c'est ce que nous vivons en Libye. C'est un pays qui est sans issue politique entre nous. Hein. Et vous avez le Sahel aussi. Donc, dans un pays en conflit, en guerre, en conflit, vous avez un certain nombre de réalités qui s'installent. Vous avez une économie de guerre qui s'installe, qui est portée par des intérêts locaux, nationaux et internationaux.
ce sont des réseaux dirigés par des hommes influents et dirigés par des hommes qui n'ont pas toujours intérêt à ce que le problème soit résolu. C'est ce que nous vivons, une partie de la réalité en Libye, une partie de la réalité au Sahel, une partie de la réalité dans un certain nombre de régions conflictuelles en Afrique. C'est une nécessité, bien évidemment, régler les problèmes géopolitiques, c'est une nécessité pour, si on veut, que le processus d'institutionnalisation du continent africain se renforce. D'accord? Voilà. Et maintenant, j'arrive à la question sur le droit international. Le droit international d'Afrique, moi, je pense que, justement, tout à l'heure, quand j'ai parlé du paradigme africain, je ne le dis pas comme ça, parce que je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais nous avons un des plus grands problèmes que nous avons en Afrique, c'est, disons, l'absence d'une expertise africaine dans le domaine du droit, hein, notamment le droit international économique, le droit international économique, tout ce qui est lié au droit de libre-échange, aux accords de libre-échange, à l'OMC. Et et l'une des tendances, j'ai idée implacable, de l'inflation de la mondialisation, c'est la montée en puissance des normes sanitaires. Les pays européens réfléchissent aujourd'hui à des nouvelles règles sanitaires, d'accord, qui vont intégrer dans leur loi, dans la loi européenne, et qui, bien évidemment, aura un prolongement à l'international à travers leurs accords de libre-échange. Ça veut dire, si vous voulez exporter un produit, vous devez vous aligner sur ces normes-là. Bon, c'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Les règles sanitaires, c'est bon pour tout le monde. Mais ça demande énormément de temps, énormément d'investissement. Et beaucoup de pays ne sont pas en mesure de le faire parce que par manque de moyens, humains aussi, d'experts. Et donc, nous avons besoin d'expertise dans le domaine du droit international économique, par exemple, pour défendre les dossiers africains dans des organisations internationales comme l'OMC ou dans d'autres mécanismes de négociation internationale. Voilà. Le droit est, nous devons sincèrement, et je milite pour ça, vous le savez bien, Omar, je milite pour une doctrine juridique africaine, parce que le droit, il est aujourd'hui partout, hein, il est partout, et l'ingénierie du droit fait partie aujourd'hui, l'OCP le sait bien, et fait partie aujourd'hui de la planification stratégique et de la projection stratégique d'une entreprise, notamment en Afrique. Voilà. Alors, écoutez, sur la question du Sahara marocain, je crois que bon, le sujet, il est ce qu'il est. Vous savez, il faut être très clair sur ces questions. Hein. Il y a une rivalité avec l'Algérie et ce conflit-là est révélateur de cette rivalité. Et qu'aujourd'hui, disons, celles et ceux qui se logique, pratique disons, et qui est légitime, hein, au point de vue historique, hein, au point de vue des connexions sociales, du point de vue juridique, du point de vue économique et géoéconomique, et du point de vue aussi régional, c'est le plan d'autonomie proposé par le Maroc. Voilà. Voilà. C'est ce que je peux dire, disons, par rapport à ces réponses, à ces questions qui m'ont été destinées. Voilà. Merci. On va prendre rapidement le dernier mot. Oui, d'accord, avec plaisir. Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, donc on prendra Dahi Fedoua, Madame Rawia Khouini, mon cher ami Hicham Gourk, ensuite Madame Bouchra Farhan, Monsieur Abraham Moudalbaï, donc excusez-moi si je prononce pas bien les noms, et enfin Monsieur Christophe Sorel Boudoun. Donc on va aller dans cet ordre-là. Donc on commence par
Madame, Madame Zahi Fedwa. Voilà, donc j'active votre micro. S'il vous plaît, conseille d'être très bref parce qu'il ne nous reste que 10 minutes. Donc, vas-y, Madame Zahi Fedwa. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Bonsoir. étudiante Sadoua Dahi en S6 droit français. Ma question c'est, en, re- en, re- en faisant une comparaison entre euh, l'Europe et l'Afrique, on voit que l'Europe n'a pas pu surgir à à la crise. Pourquoi? Même si l'Afrique n'a pas les moyens de l'Europe, il a, il a pu ne pas avoir les mêmes dégâts. Merci, Madame Fedwa. Donc, est-ce que c'est bon? Comment? Est-ce que c'est bon? Donc, vous avez bien entendu la question? Oui, oui, j'ai pris, oui, oui, j'ai noté la question. Oui. D'accord, parfait. Donc, je prends Madame Raouia Khouyi. Votre micro est activé, madame. Madame Raouia Khouyi. Madame Raouia Khouyi, est-ce que vous nous entendez? Donc, j'ai activé votre micro, ça va? Vous pouvez parler directement. Madame Raouia, donc on ne vous entend pas. Donc, je prendrai mon collègue Hicham Gourk. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. Merci, cher collègue Youssef. Merci aussi à Si Qusser et Si Saadoun, les modérateurs de cette conférence. Je m'appelle Hicham Gourg, je suis en charge de la propriété intellectuelle au niveau de l'Université Mohammed VI Polytechnique. Tout d'abord, je remercie professeur Hodaigui pour cette belle conférence et surtout pour cette décomposition profonde et polyfacteur de la situation. Alors, ma question est la suivante, géopolitiquement parlant, euh, comment vous voyez, ou plutôt il sera le nouveau point d'équilibre provisoire entre les concurrences et coopérations à travers des relations soi-disant multilatérales africaines en post-Covid 2019? Voilà. Merci, merci, c'est Hicham. Donc, je prendrai maintenant Monsieur Abraham, Monsieur Abraham Moudab- Moudalbaï. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, si je ne prononce pas bien le nom, présentez-vous, s'il vous plaît, et votre question, Monsieur Abraham. Ok, merci beaucoup. Moi, je me présente, je m'appelle Abraham Dalbaï, je suis de nationalité. Je suis en troisième année de droit à la faculté Abdelmalek. Ma question est de savoir, d'abord, le Maroc est perçu, en tout cas par la majeure partie des pays africains, comme un puissant pays par son implication et par sa coopération, que ce soit dans l'aspect économique ou politique avec les autres pays africains. Donc, nous avons assez d'organisations africaines qui n'atteignent pas de manière précise les objectifs définis. Ma question est de savoir, monsieur, pensez-vous vraiment que l'union des pays africains serait en fait l'unique germe au développement du continent? Merci beaucoup, Monsieur Abraham. Donc, je prendrai la dernière question de Monsieur Christophe. Bonsoir à tout le monde. Je tiens d'abord à remercier mon professeur, M. Odegui, pour cette belle intervention. Je me nomme Odonou Christophe Sorel. Je suis de nationalité ivoirienne, étudiant en droit public. Et bon, ma question concerne la question de la paix et de la sécurité en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne. La remarque que j'ai faite, c'est que la majorité des instabilités politiques en Afrique sont dues aux élections qui sont entachées de corruption, de manque de transparence. Est-ce que cette
ces nombreux conflits, ces nombreuses instabilités n'ont pas un lien avec le système politique qui ont été adoptés par nous en Afrique subsaharienne. Est-ce qu'il n'est pas temps pour l'Afrique, notamment pour la majeure partie des pays d'Afrique subsaharienne, de repenser le modèle politique afin de l'adapter aux réalités de l'Afrique? Parce que la démocratie, telle qu'on l'applique en Afrique subsaharienne, se heurte à beaucoup de blocages, à beaucoup de difficultés. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas temps d'adopter de nouveaux modèles qui seront plus adaptés à nos besoins et à nos aspirations? Merci. Merci. Oui, alors, ce sont des questions aussi qui mettent en disons, en exergue le souci qu'ont les Africains et leur perception des problèmes africains aussi. Parce qu'à travers vos questions, j'essaie de comprendre aussi les orientations, des besoins, des attentes des Africains par rapport, disons, à l'avenir de leur pays respectif, mais à l'avenir aussi du continent. Alors, moi, la question Europe-Afrique, la comparaison, s'il vous plaît, il faut être très, très, très vigilant lorsqu'on procède à une comparaison. La comparaison, il faut la faire toujours à la fin, pas au début, hein, à la fin d'une analyse. L'Europe et l'Afrique, ce sont deux postures tout à fait, je dirais, différentes. Vous avez l'Europe, puissance commerciale, économiquement développée, mais ils sont dans une logique post-moderne, post-démocratique. Okay. Vous avez de l'autre côté l'Afrique qui est sur le plan politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, en construction. Les pays qui sont engagés dans le processus démocratique apprennent le jeu démocratique. C'est dans un processus d'apprentissage, d'accord? Mais et là, je réponds à la dernière question, c'est pas parce que ce processus se grippe par des injonctions et de jeux de pouvoir, de corruption, comme vous l'avez dit, qu'on doit arrêter le processus et aller chercher d'autres modèles. Lequel modèle? Ça ne peut être que le modèle autoritaire ou le modèle voilà, autoritaire. C'est le seul modèle, disons, qui sont possibles. Je reviens par la suite à votre question, à la dernière question. Et donc, vous avez une Afrique qui est en construction politique, et quand on dit un processus de construction, c'est un processus fragile. Okay? Vous avez des pays, des économies en phase de transformation, pour certains, d'autres n'arrivent plus à le faire, et des minorités n'ont pas d'économie. Vous avez des pays qui trouvent des difficultés de passer, disons, d'une économie de rente à une économie de marché, une économie moderne. Et vous avez une autre partie qui est en phase de transformation de son économie à travers des règles, des réformes institutionnelles et économiques. Alors, donc l'Afrique est dans un processus qui est pré-politique, pré-économique, n'est pas dans le post. Donc voilà les deux dynamiques tout à fait différentes. Et donc comparer entre les deux et dire pourquoi, disons, alors voilà, dire que finalement l'Europe puissante n'arrive pas à faire face au Covid-19, où on enregistre énormément de morts et de décès, d'accord? Mais tout simplement, pour moi, ça me semble, c'est plutôt, c'est un regard un peu simpliste de la chose, alors que la situation est plus complexe que ça. Il faut aller chercher, que lorsque vous êtes face à un problème, lorsque vous avez des réalités comme celle-ci, il faut éviter, moi je le dis toujours à mes étudiants, vous avez deux démarches.
c'est la démarche des surfeurs ou la démarche de la plongée sous-marine. La démarche du surfeur, c'est celui qui surfe sur les faits, sur les factuels. Et Dieu sait qu'on n'a que ça. Okay? Et vous avez celui qui fait la plongée sous-marine, c'est celui qui dit pour comprendre le fonctionnement de la Terre, je dois plonger dans les fonds marins pour voir les courants marins. Et c'est ça ce qu'ils exigent de mes étudiants. Je veux des plongeurs en eau profonde et pas des surfeurs. Les surfeurs, ils sont nécessaires pour la propagande et pour autre chose. Et donc, la situation, l'analyse du phénomène doit être une analyse de tout phénomène social, doit être une analyse qui tient compte de la complexité telle que l'a définie Edgar Morin. D'accord? Moi, je le dis encore une fois, je le dis, l'Europe doit sortir renforcée de cette crise. Au départ, j'ai dit tout à l'heure que l'Europe et les régimes démocratiques, l'histoire nous enseigne qu'ils trouvent toujours des difficultés, des problèmes à réagir rapidement à un événement géopolitique. Regardez ce qui s'est passé avant la Deuxième Guerre mondiale. L'Europe occidentale, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, et les Néerlandais aussi, et l'Europe du Nord, étaient conscients de la dangerosité d'Hitler et de son régime. Et il essayait d'avoir du temps, de se donner le temps de réfléchir à une action diplomatique, mais ça a échoué, ça a provoqué la Deuxième Guerre mondiale. D'accord? Donc, l'histoire nous enseigne que ces systèmes-là, mettent du temps avant de réagir face à une crise. Au départ, l'Union européenne a eu des problèmes, mais maintenant, elle essaie de répondre avec, des décisions tout à fait révolutionnaires. Un programme de 500 milliards de dollars, l'aide financière de la Banque centrale européenne au départ. Ensuite, la bagatelle de 500 milliards de dollars qui va destiner pour les pays qui ont plus souffert de la pandémie. L'Italie, l'Espagne. Donc voilà. Donc, l'Europe, c'est un continent riche. Il n'est pas confronté au dilemme africain. Le dilemme africain, il y a des ambitions, il y a un manque de moyens. Les moyens, soit vous allez vous aligner devant les banques, les institutions financières internationales pour les avoir, soit vous comptez sur vous-même. Et il faut les deux. Le recours à l'endettement rationnel, raisonnable est nécessaire, mais doit être accompagné par l'investissement dans la technologie, dans la production, et non pas l'investissement dans le fonctionnement et la rente. L'Europe a ses propres moyens, riche, et elle a assez de ressources historiques et politiques pour s'en sortir. L'Afrique a devant elle tout un chemin à parcourir pour arriver à une dynamique positive. Voilà. Alors, d'autres questions. Maroc, pays, paix, sécurité, élection, attaché. Alors, le régime politique, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, je crois que la question est une question. Soit on fait. Bon, puisque vous m'avez posé cette question sur le modèle politique, je pense, c'est ma vision de la chose, peut-être je me trompe, mais je pense que nous avons les régimes qui engagent les processus démocratiques doivent identifier une période intermédiaire, d'accord, dans laquelle pour renforcer le leadership politique. Je donne toujours l'exemple de Rwanda. Vous avez un président qui a une vision pour son pays, un projet. Il s'est donné les moyens pour réformer son pays.
Il a été élu, etc., réélu, et peut-être et je ne porte pas de jugement sur valeur, sa façon de gérer le volet politique, peut-être les droits de l'homme, d'accord? Mais vous avez un résultat. Les processus politiques donc, doivent prendre en considération ce facteur fondamental, celui d'un leadership. Leadership, vous ne pourrez rien faire. C'est comme sur le plan sécuritaire. Sans une chaîne de commandement militaire solide, les pays du Sahel ne peuvent en aucun cas lutter contre une menace asymétrique comme le terrorisme. Il faut renforcer les capacités humaines, les capacités institutionnelles des États, de certains États qui sont en faiblesse. Alors, le Maroc, pays, reflète. Oui, alors bon, le Maroc, c'est. Bon, il a eu disons, il y a eu une intelligence institutionnelle, sincèrement, hein, dans cette réaction à la crise Covid-19. Nous avons, comme tous les pays du monde, nous faisons face à des véritables problèmes d'ordre économique, hein, à des défis, hein, pour tous les pays. Chômage et tout ça, mais on a eu l'idée et le génie de prendre les très bonnes décisions, d'accord, institutionnelles, comme le fonds est destiné à cette pandémie, d'accord, et qu'aujourd'hui, en dépit de l'incertitude, du brouillard qui entoure, disons, cette affaire-là, nous avons une vision, me semble-t-il, et il y a une visibilité disons, des points d'appui sur lesquels on doit reconstruire et remodeler l'économie nationale pour le bien, pour le bien pour le bien du pays. Alors, au niveau disons, des relations intra-africaines, bon, il y a toujours, je l'ai dit tout à l'heure, le continent africain est composé de différents niveaux de développement économique. Les insertions dans la mondialisation ne sont pas les mêmes. Disons, et donc, la coopération, elle est tout à fait nécessaire. Vous avez un certain nombre de priorités continentales qui sont des niches de développement, niches d'investissement. Par exemple, vous avez le secteur de l'agriculture de masse et l'agriculture aussi des petits et l'agroalimentaire et les petits aussi les petits agriculteurs. Hein. Cette niche-là, de toute façon, l'OCP est engagé aussi, hein, comme vous le savez, dans cette perspective. Et que je crois que c'est une niche qui est tout à fait en mesure de rassembler tous les pays africains, hein, pour garantir les besoins et la sécurité alimentaire. Deuxième volet qui est important, primordial, c'est celui de la technologie. Hein, si on veut gagner du temps, la technologie, investir dans la technologie. Avec des pôles régionaux, hein, portés par un partenariat public-privé. Et tout à l'heure, l'idée des fonds privés est tout à fait adaptée à ce type de configuration. Voilà ce que je peux dire par rapport à ces questions. Merci beaucoup, c'est Rachid. Je pense qu'on a dépassé un petit peu le temps prévu pour la conférence. Mais bon, c'était très riche, hein, c'était excellent, sincèrement. À chaque fois, d'ailleurs, j'apprends de vous, c'est Rachid, et encore cette fois-ci. Je vous remercie beaucoup au nom du comité d'organisation et au nom de nos chers participants pour la qualité des présentations, pour le temps que vous nous avez donné pour partager avec nous ce savoir. Madame, je vous passerai la main tout de suite. D'accord. Cher Président, si vous permettez, je prendrai 20 secondes exactement pour faire juste un petit rappel
de notre prochaine conférence qui aura lieu le vendredi 5 juin à 16 h à même heure, donc qui portera sur les météorites. Cette fois-ci, on va revenir au domaine technique, donc avec professeur Abdelrahman Ibi de l'Université de Nozor d'Agadir au Maroc, donc qui nous parlera des météorites, de l'étoile filante à la disparition des dinosaures. Donc, vous êtes cordialement invités à participer à cette conférence et je passe la main et je vous dis au revoir et à la prochaine. Et merci beaucoup, Serachi. Voilà, merci tous les partenaires, bien sûr, qui managent ces conférences. À remercier Rachid pour cette très belle conférence. Alors, moi, je veux rebondir en deux minutes sur ce que vient de dire Rachid à travers tout ce qui se passe en Afrique. Et je pense, et là je me positionne en tant que chercheur en sciences exactes et en tant qu'Africain, on doit cesser, je pense, et ça c'est un message d'espoir à donner à tous les jeunes qui nous entendent, on doit cesser d'avoir ce sentiment d'infériorité par rapport à l'autre. Quand je dis l'autre, c'est les Européens, c'est les Asiatiques, etc. Et cette pandémie l'a démontré puisque le Maroc, par exemple, a réagi d'une façon beaucoup plus, je dirais, ponctuelle, beaucoup plus efficace que de pays qui se croyaient très très puissants. Alors, il faut saisir aussi, affronter nos problèmes nous-mêmes. Il ne faut pas attendre que ça vienne d'ailleurs. Il faut qu'on prenne les choses en main et corriger les choses, telles que le mode de gouvernance, la répartition des richesses, l'investissement dans l'éducation et de la santé. L'Afrique regorge de compétences et de jeunes pleins d'énergie qui demandent qu'à être encadrés. Et je vous informe pas que les grands instituts européens ou asiatiques ou américains sont gorgés de chercheurs africains. Maintenant, on est en train de faire de la propriété intellectuelle pour les autres, alors qu'on en a besoin ici en Afrique. J'espère que les jeunes qui sont nombreux à nous écouter aujourd'hui à travers ta conférence, Rachid, prendront quelques notes, essaieraient de corriger les choses qu'on n'a pas su faire nous, les vieux, mais les jeunes ont tout l'espoir et tout le futur devant eux pour corriger les choses. Encore une fois, merci beaucoup, Rachid, et espère vous entendre bientôt dans une autre conférence, Inch'Allah, ou dans une autre. Ok, merci beaucoup, Ismaël, pour cette occasion. Les gens qui ont posé des questions parce qu'ils les ont écrits. Donc, on vous rassure que l'ensemble des questions vont être envoyées au professeur Rachid. Avec plaisir, avec plaisir. Comme ça, il aura la question, vos adresses mail, et à ce moment-là, il va échanger avec vous. Sinon, nous sommes en train de travailler sur une plateforme de forum au niveau du site ForestNet, dans laquelle on va inviter Rachid pour qu'il vienne nous rejoindre. Et comme ça, on enrichit le débat dans ce forum. Je ferme la parenthèse, merci beaucoup, Ismaël, pour la présidence de cette séance. Donc, et je vous dis à demain et à très bientôt. Et merci beaucoup à tout le monde. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Je suis très, très ravi, très, très ravi. Merci beaucoup, Rachid. Okay. Et à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. À très bientôt.